Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Merci pour votre fidélité. Pour ce 11e numéro de notre émission Les grandes questions d'actualité, nous allons nous pencher sur la question des commissions électorales indépendantes en Afrique. Sont-elles réellement indépendantes ou source de conflits? Et pour en discuter, nous recevons sur notre plateau un confrère. Il s'agit de M. Morgan Palmer, il est camerounais, ancien de Télé Sud et aujourd'hui directeur de publication du bimestriel Courrier panafricain. Je vais me permettre de présenter le journal qu'il dirige désormais, voilà, le Courrier panafricain. Bonjour, M. Morgan. Bonjour, voilà. Cher confrère. Merci. Et une fois n'est pas coutume, nous aurons avec lui notre directeur général, Edouard Niabré, qui est aussi un politologue très averti. Avec lui, nous allons discuter de toutes ces questions, la question des commissions électorales indépendantes. Bonjour, M. Edouard Niabré. Bonjour, M. Saint-Gégé. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. La crédibilité des commissions électorales indépendantes en question. Voilà la question qui est posée. Et cette question, on va voir jusqu'à où on pourra aller avec elle. Mais je voudrais d'abord planter le décor, si vous le permettez. Voilà. Alors, au Togo, on l'appelle la CENI. Au Nigeria, c'est le Sénat. Au Bénin, on dit Sénat aussi. En Côte d'Ivoire, on dit CEI. Et en Afrique du Sud aussi, on dit CEI. Les commissions électorales indépendantes doivent en fin de compte leur mise en place à la volonté des politiques de soustraire les résultats des compétitions électorales à la suspicion de partialité qui a de tout temps plané sur les administrations publiques en charge de leur organisation. Alors, la création donc de ces commissions électorales répond à un seul objectif précis, celui de l'adhésion consensuelle de tous les acteurs de la vie politique à la conduite des processus électoraux. Malheureusement, à l'exception de quelques pays, ces commissions sont de plus en plus source de conflits. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la référence majeure en la matière et on va parler de la Côte d'Ivoire, mais avant cela, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, M. Morgan, et on va commencer par vous, la crédibilité des commissions électorales indépendantes doit-elle être mise en question? Doit-elle être mise en question? Voilà, la première question. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui peut paraître anecdotique. Quand on dit commission nationale électorale indépendante, il y a l'adjectif indépendante qui dit indépendant, dit non assujetti. Et déjà le fait qu'on mentionne qu'il y ait cette notion d'indépendance, pour moi, est un soupçon d'insincérité qui plane sur... Moi, je vais dire que l'instauration de ces commissions nationales et électorales indépendantes en Afrique, pour moi, est la preuve de la faiblesse des institutions. Parce que regardez bien, puisqu'on a décidé de calquer, d'importer des modèles occidentaux, notamment de la démocratie, vous voyez que dans aucune grande démocratie dans le monde, ni aux États-Unis, ni en France, les résultats des élections sont donnés par une commission. Il y a un ministère de l'Intérieur. On estime que ceux qui travaillent dans ces administrations sont mus tous par un devoir républicain, font leur travail. On donne des résultats qui sont acceptés. Il y a vraiment, à quelques exceptions près, des contestations, souvent le cas des États-Unis en 2004. Moi, je crois que il y a un truc que Obama a dit. Il dit souvent des conneries, mais là, cette fois, c'était pas... il avait vu tout juste. L'Afrique, aujourd'hui, n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et si nous avons ces institutions fortes, on se met d'office à l'abri des problématiques comme celles qui sont évoquées. Parce que vous citerez tous les pays où ces commissions ont été mises en place en Afrique. Aucun de ces pays aujourd'hui n'a la garantie qu'à l'issue d'une élection, que les résultats se donnent sans qu'il y ait de crispation, sans qu'il y ait de conflit potentiel, sans qu'il y ait de contestation des résultats. Donc je crois que l'idéal vers lequel on doit tendre aujourd'hui, c'est d'arriver tout simplement à plus de commissions électorales indépendantes, d'arriver tout simplement à avoir des institutions suffisamment fortes, des gens mus par le devoir républicain pour pouvoir, un ministère de l'Intérieur dans un pays normal, démocratique, a la capacité de donner et de publier des résultats. Bon, maintenant sur le timing, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Oui, merci. Merci M. Morgan. Alors, M. Edouard Niabré, alors, le décor a été planté. M. Morgan estime qu'il fallait plutôt penser à des institutions fortes. Et d'ailleurs, il a cité le président Obama qui l'a dit. Et il pense, lui, à son tour, qu'il faut plutôt des institutions fortes. Mais la problématique est là. Les commissions électorales indépendantes sont-elles crédibles?
Merci, cher confrère. Moi, je vais un peu dans le sens de mon confrère Morgan. La problématique se pose dans les termes d'indépendance. Vous voyez, il se trouve que, en disant commission indépendante, déjà, au sein du terme de la commission, déjà, il y a un souci. Pourquoi doit-on insister pour dire que la commission est indépendante? Puisqu'elle doit l'être de fait, à la base. Et puis, en Afrique, on a quand même des ministères, on a quand même des services chargés du territoire. On a des services qui gèrent les populations au jour le jour. Moi, je pense que ces commissions sont nées un peu d'un effet de mode depuis les années 90, au moment des grandes réformes en Afrique, réformes politiques, qui avaient apparaître dans tous les pays comme ça, comme pour faire chic, des commissions qui, à vrai dire, n'ont d'indépendance que de nom. Parce que l'indépendance, ça suppose qu'on est inféodé à aucun parti. Dès lors qu'on souhaite avoir des commissions indépendantes, ça veut dire que les organes chargés d'organiser des élections à la base ne sont pas à la hauteur. Ou alors, elles font l'objet de suspicions constantes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut pouvoir revenir tout simplement sur la pratique qui veut qu'on permette au ministère de l'Intérieur, qui est à charge du territoire national, au ministère de l'Intérieur, d'organiser une élection et qu'on puisse accepter ces résultats-là. Ça veut dire que les politiques en Afrique eux-mêmes déjà naviguent constamment dans le bain flou de la suspicion. Elle n'est pas légitime en plus. Voilà le problème. Alors, vous n'avez pas l'impression d'ouvrir là une boîte de Pandore parce que on sait très bien ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, c'était les ministères qui organisaient et le président en place était assuré de gagner à 100%. C'est même pour ça que certains politiques ont pensé qu'il fallait mettre des commissions qui soient indépendantes. Alors, vous ne pensez pas que revenir à l'ancienne version serait une façon de donner un blanc-seing à ceux qui sont en place, M. Morgan? Oui, moi je le redis une fois de plus, ce qu'il faut c'est de la sincérité. Oui. Si on est dans un système où il y a de la sincérité, on n'a pas besoin d'ajouter l'adjectif indépendant aux commissions nationales. Moi, je veux bien m'appesantir sur un aspect de la question des élections. Vous savez, tous ces pays africains, même si l'organisation sociale laisse souvent à désirer, ont tous la réputation d'être des États policiers. Vous ne pouvez rien faire à Korogo, en Côte d'Ivoire, sans que la minute d'après, le pouvoir d'Abidjan ne soit au courant. Mais regardez bien le timing avec lequel on communique souvent les élections. Vous voyez, une élection a lieu aujourd'hui, et on vous dit que non, il faut attendre des semaines et des semaines parce qu'on collecte les résultats, on n'a pas encore les résultats de Korogo, alors que s'il y avait en matière de criminalité ou en matière de menace de l'intégrité territoriale, un événement banal qui se produisait, la minute qui suit, le pouvoir central serait au courant. Ça veut dire qu'il y a une volonté de gruger le système déjà à la base. Parce que s'il y a un bureau, pour ceux qui ont un tout petit peu la pratique électorale, quand il y a un bureau électoral à la fin de l'élection et au bout du dépouillement, le jour même de l'élection, on sait quels sont les résultats. Mais pourquoi toujours ce petit temps de latence qu'on observe dans le système en Afrique qui font passer des semaines et qui laissent cours à des tripatouillages qui amènent justement toutes les embrouilles auxquelles on fait face. Alors moi je vais répondre à votre question qui était de savoir si en revenant à l'ancien système... Oui, à l'ancien système, c'est pas une boîte de Pandore pour nous, est-ce que c'est pas une façon... Moi je dis, voilà, ancien système ou nouveau système, tout ça devrait avoir un seul corollaire, la sincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut partir vers la dissolution de ces commissions nationales indépendantes, créer même autre chose, aller sur les 3e, 4e voies, s'il n'y a pas la sincérité, si les uns et les autres ne sont pas mus par le devoir de construire des républiques fortes, crédibles, de construire de vrais modèles de démocratie, appeler ça ministère de l'Intérieur, aux commissions nationales indépendantes, on arrivera toujours au même résultat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a double emploi. On ne peut pas être en train de lutter contre le millefeuille institutionnel et dire que nos États n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sont payés au ministère de l'Intérieur. S'ils ne peuvent pas nous donner les résultats d'élections, je ne sais pas pourquoi on va mobiliser des budgets, mobiliser des hommes supplémentaires dans le cadre d'organisations supplémentaires, les commissions nationales électorales en l'occurrence,
pour moi, c'est pas justifié du tout. Donc, qu'on revienne à l'ancien système, mais ça demande qu'il y ait une prise de conscience républicaine de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on joue franc jeu. Voilà, M. Morgan, merci. Vous l'avez dit, il faut une prise de conscience républicaine. C'est justement là où, à quel niveau se trouve le problème. C'est à ce niveau, justement, parce qu'aujourd'hui, les politiques ne se font plus confiance. Et comme je vous l'ai signifié tantôt, c'est par manque de confiance, c'est parce que la crédibilité des ministères en place a été mise à l'épreuve. On s'est rendu compte que celui qui est là, qui organise les élections, il ne le fait pas pour que l'autre parti gagne, mais il le fait pour rester en place. Donc, justement, c'est à partir de cela que les gens ont estimé qu'il fallait des commissions électorales indépendantes. Donc, on va rester sur ça. Et moi, la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si ces commissions ont réellement consolidé la démocratie. Oh non, cher confrère, moi, je vais juste réagir. Je pense que ces commissions-là créent plus de problèmes qu'elles ne réussissent à en résoudre. J'en ai vos preuves. D'ailleurs, c'est les commissions qui sont budgétivores. Elles coûtent plus cher que l'élection elle-même. Et généralement, elles ne font pas un travail à la hauteur des moyens qu'on met à la disposition. Et quand vous avez une commission qui est installée depuis 1 an ou 2, qui n'est pas capable, en 48 heures ou en 24 heures, de donner des résultats, on n'a pas de grands États super grands, super vastes, non. On n'est pas 200 millions en Afrique par État. Généralement, les électeurs, c'est à peine 40% de la population qui vote. Mais on ne réussit même pas à centraliser des résultats pour les donner en temps et en heure. Dès lors que les résultats sont là, qui doivent faire l'objet de latence sur 2, 3, 4 jours, mais c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Voilà. Et moi, je m'étonne que dans des pays en Afrique, il y ait des ministères de l'Intérieur, il y ait un institut national des statistiques. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle sert. On fait du doublon. On a des fonctionnaires qui sont là, qui travaillent pour ça. Et le jour des élections, on laisse ces fonctionnaires de côté, qui ont leur expertise. Et on demande à une commission qui elle-même est nommée par le pouvoir en place. On revient à la même situation. Alors, donc le problème, c'est tout à quel niveau? Pour vous, ces commissions-là n'ont pas consolidé la démocratie? Non. Non, elles n'ont pas consolidé la démocratie parce que le désir de consolider la démocratie a toujours été entaché d'insincérité en Afrique. Il disait si bien tout à l'heure, Edouard, que, vous savez, c'est l'histoire qui se répète inlassablement en Afrique. Hier, on a eu le cas de la Côte d'Ivoire. Avant-hier, on a eu d'autres pays. On n'apprend jamais de nos erreurs en Afrique. C'est le problème que nous avons. Je crois que il y a toute une culture politique à revoir en Afrique. Pourquoi les gens veulent venir au pouvoir? Il faut qu'on réponde de manière claire à ces questions. Les gens ne viennent pas au pouvoir pour mettre en pratique ou mettre en œuvre une vision, un projet de société. Les gens viennent au pouvoir parce que le pouvoir offre des avantages. Des bons refuges. Voilà, parce que le pouvoir offre des possibilités de s'épanouir, de se développer personnellement. Et c'est à partir de ce moment que tout est faussé. Parce que vous savez, quand vous venez, parce que vous êtes mu par la volonté de faire avancer votre environnement, de bâtir le progrès social, à bout d'un moment, vous avez bien conscience que soit votre tâche est à portée, et même si elle n'a pas porté, qu'il faut peut-être laisser la porte ouverte à d'autres initiatives. Donc, tout le problème réside là. Pourquoi les gens viennent au pouvoir en Afrique? Et moi, je vous mets au défi, je n'ai vu aucun pays africain, du moins dans le précaré francophone, où les gens font de la politique parce qu'ils sont habités par l'idée de construction du progrès pour leur société. Tous ces gens viennent parce qu'ils veulent se servir du pouvoir à des fins personnelles. C'est pour ça que la question de quitter le pouvoir par la suite est souvent entourée de problématiques et puis de tout ce que nous pouvons vivre de désastreux. Alors, merci. Parlons de commission électorale indépendante. On va s'attarder un peu sur le cas de la Côte d'Ivoire, si vous le souhaitez. Parce que c'est presque en Côte d'Ivoire que les plus graves problèmes concernant une commission électorale indépendante ont surgi. Vous vous souvenez très bien qu'en 2010, la commission qui a organisé les élections, à la fin du processus, le président de cette commission est allé déclarer les résultats finaux, au QG du candidat Alassane Dramane Ouattara. Et ça, c'est là qu'est partie toute la problématique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que le président de
cette commission, M. Youssou Bakayoko, qui vient d'être reconduit, je vous le dis, était-il bien fondé d'aller annoncer les résultats de cette élection au QG d'un parti politique? On va commencer par vous. Avant vous êtes Ivoirien. Je suis Ivoirien, donc je suis directement touché par cette question. Avant que de revenir à cette question, je vais utiliser un terme. Je pense qu'en Afrique, on n'est pas au pouvoir pour apporter du bonheur à ses contemporains, au peuple. En Afrique, l'idée, la matrice dans laquelle on s'engage en politique, c'est toi là que je m'y mette. Parce que le pouvoir en Afrique, c'est l'échelle pour accéder socialement dans la société. Donc, il s'est dit, moi, pour que j'ai beaucoup plus de moyens pour moi-même, pas pour le peuple, il faut que je sois en politique. Voilà pourquoi est-ce qu'on vient généralement au pouvoir. Je le dis parce que c'est pas un jugement personnel, c'est un constat que nous faisons. Parce que si tant est qu'on est mu par une envie de servir son peuple, je pense qu'il y a des comportements qu'on doit bannir systématiquement de nos conduites quand on arrive à la tête. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? On arrive avec des discours programmatiques mirobolants, on vend à la limite du rêve aux populations. On doit intégrer le fait qu'en Afrique, on a une grosse masse de populations qui sont analphabètes. Ça fait qu'ils sont facilement manipulables et on peut les entraîner sur n'importe quel terrain. Et quand on arrive au pouvoir, bien évidemment, on est élu le lundi matin, le mardi on a fini par oublier les promesses. Ouais. On vous a très bien compris sur ce point. Maintenant, savoir la question que... Oui, est-ce que Youssouf Bakayoko était-il bien fondé d'aller annoncer les résultats je pense que le cas de l'élection présidentielle de 2010 au QG? Je pense que le cas de la Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est un cas d'école. Je ne sais pas si on va retrouver cette situation dans les 50 années qui viennent dans notre pays dans le monde. Voici une commission qui a coûté autour de 200 milliards. Figurez-vous, en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 23 millions au moment des élections. 23 millions. Il y a eu seulement que 5 725 000 électeurs. C'est à peine, même pas 10% de la population. Du tout. À peine. Comment voulez-vous qu'on apporte du crédit à une telle élection? Déjà, à la base. Quant au Ghana, ils sont plus de 14 millions d'électeurs. Donc, la volonté de tripatouiller ou alors d'influencer les résultats, c'est déjà dans les gènes, la conception déjà de ces élections. Je pense que les élections en Côte d'Ivoire, et ça n'engage que moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte dans la mesure où, dans aucun pays du monde, on aurait accepté ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais comme c'est en Côte d'Ivoire, ça court et ça passe. Sinon, c'est inadmissible. Ce n'est même pas, ça ne donne pas de crédit à cette commission, qui plus est elle-même déjà, à la base, était contestée dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, chers confrères, pour faire un pied de nez aux populations, cette même commission a été reconduite. Et le président de cette commission, qui a été l'objet de beaucoup de contestations, de critiques, qui a cristallisé autour de sa personne beaucoup de colère, aujourd'hui reconduit. Comme pour vous dire, circuler, rien à voir. Voilà. Monsieur Morgan. Oui. La question c'était oui, sur la légitimité, mais surtout, est-ce qu'il était fondé de se retrouver, parce que ça fait vraiment peur, ça, c'est sorti vraiment de l'ordinaire, que le président d'une commission électorale se retrouve dans le QG d'un candidat pour annoncer les résultats. Moi, en qualité d'observateur étranger à tout ça, j'ai déjà pas compris. Vous étiez en Côte d'Ivoire en ce moment précis. Tout à fait. Je n'ai pas compris qu'on accepte la tenue d'une élection présidentielle dans un pays qui était partitionné. C'est-à-dire qu'on avait un côté, au plus ou moins, il y avait la République, et un autre côté qui était tenu par des bandes armées. Je n'ai jamais compris, et je crois que c'est l'une des grandes fautes du président Gbagbo, qui aujourd'hui est à La Haye, d'avoir accepté qu'une élection se tienne dans un environnement où il n'y avait pas de sérénité, où il n'y avait pas... Un pays presque divisé en deux. Voilà, il n'y avait pas de sécurité. Cette question s'est posée d'ailleurs plus tard, avec les voies de fait qu'on a observées
sur certains électeurs dans des parties qui étaient acquises à d'autres candidats, notamment dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Bon, pour revenir à la question de ce président de la commission électorale qui allait annoncer unilatéralement, parce qu'il faut bien le préciser, je crois que les tests prévoyaient que les résultats soient validés par le collège de personnes responsables avec qui il était au niveau de la CEI, qu'il aille le faire dans le QG d'un candidat. Évidemment, c'était irrégulier comme démarche, et je ne sais même pas sur quoi ça se fonde. Et ce qui m'a surpris, par contre, c'est de voir que cela n'avait pas choqué, au-delà de ma petite sensibilité, que ça n'avait pas choqué les grands chantres de la démocratie qui se font souvent rapides de nous donner des leçons de démocratie. Évidemment, c'était pas une bonne chose, mais il n'y avait pas que cette irrégularité. Il y avait aussi le fait que, je crois que le délai imparti à la commission avait été dépassé. Donc, à l'époque, on nous a parlé on nous avait dit qu'il n'était pas encore minuit et que le deadline c'était minuit. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'irrégularités. D'ailleurs, c'est ces irrégularités, à mon avis, qui ont été à l'origine de tout ce qu'on a pu observer par la suite. Je crois que c'est même là qu'on devrait chercher, quand on établit les responsabilités de tout ce qui s'est passé après, puisque je vois qu'aujourd'hui il y a des procès à La Haye, on essaye d'indexer les responsabilités. Tout part quand même de ce qui peut paraître comme anodin, mais pour moi c'est pas anodin. On peut pas, et c'est pour ça que je vous le redis une fois de plus, que je ne sais pas à quoi servent. Parce que dans le cas de la Côte d'Ivoire, on avait quand même une commission nationale électorale dite indépendante qui était à plus de 60% composée de membres... Justement, on va revenir sur la composition de cette commission. D'une formation. Donc le soupçon d'insincérité, une fois de plus, est posé. Moi, je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, les choses doivent être orientées aujourd'hui vers une prise de conscience collective. Pourquoi ? Parce que l'Afrique aujourd'hui est confrontée à des enjeux qui dépassent nos simples personnes, les simples individus que nous sommes. Au moment où l'économie mondiale balbutie et que les pays dits développés vont se refaire des santé, vont prendre des points de croissance chez nous en Afrique, cela demande un redéploiement de notre stratégie. Et cette stratégie ne peut être articulée qu'autour du resserrement des unions. C'est-à-dire tout ce qui peut être division, tout ce qui peut créer des clivages dans la société africaine aujourd'hui est, à mon avis, meurtrier et suicidaire. Donc il faut qu'on repense la société avec tous les acteurs politiques, que les gens revoient leur positionnement, parce qu'à la fin, on sera tous perdants. D'être dans un système où il n'y a pas de souveraineté. Moi, je vous donne un coup de main pour que vous arriviez au pouvoir, mais quand vous arrivez au pouvoir, vous appliquez mon agenda. Et parfois, c'est violent. Vous êtes, je ne sais pas d'où vous êtes originaire en Côte d'Ivoire, mais un type, parce qu'il vous a donné de l'argent, il vous a donné des armes pour que vous arriviez au pouvoir, une fois que vous êtes là, il vous dit, bon voilà, vous allez prendre tes décisions contre les gens de chez vous. Vous allez le faire une fois, deux fois, mais à terme, ça devient très violent. Donc, je me dis que l'intelligence commande aujourd'hui de revoir nos positions, et de se dire que de toutes les façons, le monde est en train de changer au jour d'aujourd'hui, et que toute maison divisée périra. Merci beaucoup. Toute maison divisée périra. On va revenir sur le point de la composition de cette commission électorale. Et vous l'avez souligné, c'est justement ce qui crée toujours problème. Alors, une commission dite indépendante qui est composée des politiques, des partisans, des membres de partis politiques qui vont participer à ces élections, ça pose problème. N'est-ce pas, M. Edouard Gabriel? Oui, déjà, il faut voir le prisme. Il faut voir l'angle à partir duquel on observe toutes ces choses-là. Parce que l'indépendance elle-même, dans ces commissions, c'est un mot à géométrie variable. Sinon, pour moi, il n'existe même pas. Déjà. Tout à l'heure, Morgan disait, quelqu'un vous aide à vous installer. Après, quand vous vous installez, il vous demande de faire ce que lui, il veut. Généralement, on va se servir des petits copains, des personnes qu'on peut influencer pour les mettre à tête des commissions qui sont un faux bidouillage de quelque chose de pas correct, de pas net, afin qu'on puisse avoir ce qu'on veut, soit en tant qu'homme politique, pour se dire, bon, moi, si celui qui est là, de toutes les façons, l'important, c'est de proclamer les résultats. C'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire.
Ce n'était pas la qualité de l'élection qu'on voulait. C'est le fait. Oui, mais la question, je ne vous interromps pas, mais la question est la suivante. Qui doit-on mettre dans les commissions électorales indépendantes? Déjà, des politiques, des techniques, qui doit-on mettre dans ces commissions? La commission est indépendante parce qu'elle doit être régie et dirigée par la société civile. Si on s'amuse à se faire peur en étant juge et parti, parce que le président de la commission électorale doit avoir une marge de manœuvre. Il doit avoir son indépendance à lui. Mais si vous êtes membre de la commission le jour, et que le soir, vous avez assisté à la réunion d'un parti politique, quel est votre recul que vous avez? Vous n'avez pas de recul. Il paraît évident que ça va être subjectif. On va se dire, ce monsieur, il y en a qui peuvent être sincères, hein, ça peut être qu'il soit sincère. On va se dire, compte tenu de ce que hier nuit, entre 19h et 2h du matin, il était à la réunion d'un parti politique, le lendemain il vient à la réunion de la commission, il va forcément chercher à appliquer des choses qui vont réaliser son parti politique. Ça, c'est des bonnes guerres et tout le monde est bien fondé de penser comme ça. Il faut qu'on ait en Afrique une société civile forte. Déjà moi, personnellement, les commissions indépendantes, pour moi, elles ne devraient pas exister. Moi, personnellement. Je pense que le ministère de l'Intérieur et l'Institut national de la statistique, s'ils ont l'expertise nécessaire, ils ont l'expertise pour pouvoir faire le travail. Il n'y a pas de besoin. On est combien? En Côte d'Ivoire, par exemple, on est 25 à 26 millions. Avec 26 millions de personnes, je pense quand même qu'on peut créer un fichier consensuel. Oui, mais M. Douaniabré, c'est pas un recul, ça, c'est pas un recul flagrant. Non, c'est pas un recul. C'est pas un recul. Bien au contraire. Le problème, c'est que c'est pas l'institution qui forge les convictions dans les cœurs. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi je veux bien que vous insistiez avec vos commissions nationales et électorales indépendantes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la structure qu'on crée qui conditionne le cœur des hommes. C'est les hommes qui sont dans la structure, par leur comportement, qui donnent un aura positif ou négatif à la structure. C'est ça le problème. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, et je n'étais pas que dans une vision philosophique béate, quand je disais tout à l'heure qu'il faut que les gens se réforment individuellement. Parce que c'est notre... Oui, mais le temps qu'on arrive à ça, M. Morgan, le temps qu'on arrive à ça, il faut bien organiser les élections. Et on sait aujourd'hui que les ministères ont échoué. Oui, non. Ça, le constat est clair. Les commissions nationales n'ont pas pour autant réussi. Est-ce qu'elles ont réussi? Oui, mais on parle... Mais dans certains pays, ça marche très bien. Pourquoi n'ont-elles pas réussi? Si on pose la question... Oui, justement, répondez à cette question. Elles n'ont pas réussi parce que, je vous le dis une fois de plus, les citoyens qu'on appelle, qui sont issus d'aucun de la société civile, d'autres des partis politiques, ne mettent pas l'intérêt supérieur de l'État au-dessus de tout. C'est-à-dire que laissent parler leur côté partisan et ne comprennent pas. C'est comme des gens qu'on appelle... il faut peut-être écarter les politiques et prendre des personnes techniques. Mais ils le disaient tout à l'heure, comprennent des personnes techniques, mais ça revient à confier au ministère, aux services spécialisés sur ces questions. Mais il le disait tout à l'heure, que le mec qui porte l'habit de membre de la commission, qui est indépendant, qui est issu de la société civile, si la nuit il se retrouve dans des messes basses, les messes basses avec des officiels, des gens de la politique et tout, ça revient au même. Ça pose la question de la responsabilité de conscience individuelle des gens. Moi je le dis, il faut insister sur cet aspect. Vous savez, le problème en Afrique aujourd'hui, tout le monde veut que l'Afrique change. Aucun Africain ne veut changer lui-même. Mais on est tous d'accord que non, il faut que l'Afrique change. Mais personne ne veut changer individuellement. Donc on sera dans des grands énoncés comme ceux-là qui ne porteront aucun résultat. Donc moi je ne pense pas que la question soit celle des structures qu'on va créer. Donc que ce soit Commission nationale aujourd'hui ou ministère de l'Intérieur demain, la question c'est quelles sont les convictions des gens qui sont appelés à donner corps aux structures qu'on met en place. C'est ça le débat, à mon avis. Oui, le débat, il est là. Mais voilà, je vais vous rappeler aussi une chose, M. Douaniabré, et c'est à vous que je vais poser la question. Le président Youssouf Bakayoko, c'est vous qui l'avez souligné, a été reconduit, je vous l'avais signifié. Il a été reconduit. Vous qui êtes ivoirien, comment est-ce que vous avez vécu ça? M. Youssouf Bakayoko, en tant qu'individu, ce n'est pas une personne que je connais personnellement. D'accord? Donc, je n'ai pas vocation à porter un jugement sur sa personne. Je parle de Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante. Il aurait même fallu qu'on dise finalement la commission électorale.
simplement. On peut créer au sein des ministères, le ministère de l'Intérieur, le département élection, simplement. Pas besoin d'autre chose. Dans lesquels on prend des experts de chaque département, on les met là-dedans, ils font une élection. Mais le fait de savoir que la pierre d'achoppement qu'il y a eu en 2010 en Côte d'Ivoire, c'était le fait que Youssou Bakayoko, en tant que Youssou Bakayoko, il a été la personne qui a déclenché tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconduit Mpoya André alors? On a pu le reconduire pendant qu'on y est. Puisqu'ils ont si bien réussi. Voilà. Il ne faut pas qu'on... Je pense qu'on est en train, soit consciemment, volontairement ou involontairement, en train de créer les conditions de 2010. Voilà. À cette allure-là, je pense qu'on peut même faire l'économie d'une élection en Côte d'Ivoire. Monsieur Morgan, vous étiez en Côte d'Ivoire, oui, au moment précis des élections en Côte d'Ivoire. Excusez-nous si on s'apaisantit un peu plus sur la Côte d'Ivoire, mais comme je l'ai signifié au départ, le cas de la Côte d'Ivoire fait vraiment presque cas d'école aujourd'hui. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez certainement connu Youssou Bakayoko, qui a été le président de la commission électorale indépendante et qui a proclamé les résultats, comme je l'ai dit, au QG, ce qui avait créé un grave problème. Aujourd'hui, il a été reconduit presque haut la main à la tête de cette commission. Moi, je crois que à partir du moment où le pouvoir en place, emmené par le président Ouattara, a décidé de jouer de l'apaisement, il devrait jouer de l'apaisement jusqu'au bout. Hein, ça peut être interprété comme un peu provocateur, parce que c'est quand même, il faut pas le cacher, un personnage qui clive, à tort ou à raison. Hein. On se rappelle tous que tout est parti de là, tout est parti de sa fameuse déclaration devant les caméras de chaînes de télévision étrangères. Vous imaginez en France un instant qu'il y ait d'élection et qu'on réserve la primeur des résultats à un média étranger? C'est pas possible. Hein, tout le monde attend comme une grande messe le 20h de TF1 ou de la 2 avec le décompte qui est lancé. C'est quand même des instruments de souveraineté. Donc, pour revenir à M. Bakayoko, je vais dire que, à mon avis, on aurait pu faire l'économie de cet énième sujet de crispation. Aujourd'hui, il faut décrisper, il faut aller vers l'apaisement, il faut être dans un élan de rassemblement, et cet élan de rassemblement doit tenir compte des personnes qui, plus ou moins, peuvent ramener de la crispation. Donc je ne sais pas quelle est la stratégie poursuivie par le pouvoir d'Abidjan. Est-ce une manière d'énerver l'opposition et de la pousser à jouer la chaise vide pour s'offrir une réélection sur un tapis doré? Toutes les spéculations vont bon train, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais à mon avis, je ne pense pas que... en plus, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte beaucoup de talents, quand même, que ce soit dans la majorité actuelle au pouvoir. Il y a beaucoup de personnes, si le président Ouattara veut mettre quelqu'un qui lui soit affidé, il y a beaucoup de personnes qui ont le profil pour le faire, ou alors dans l'opposition actuelle, qui est l'ancienne majorité d'hier. Donc je ne pense pas que c'était nécessaire de reconduire M. Bakayoko, surtout quand on sait comment ça s'est passé à la tête de cette commission. Ça va davantage crisper d'ailleurs. J'ai appris que l'opposition LMP a claqué la porte de cette commission. Dans un premier temps, ils ont suspendu leur participation, mais là, ils ont claqué carrément la porte. Je me demande vers quoi on va. Et je vais peut-être reprendre aussi dans le clin d'œil que faisait Edouard tout à l'heure. À cette allure, il vaut mieux peut-être ne pas faire d'élection. Donc on a un pouvoir qui va être une monarchie de droit divin et qui s'impose d'office, et puis on va accepter. Voilà, justement, le président Ouattara, voyant la chaise vide qui se profile à l'horizon concernant la participation de l'opposition aux travaux de la commission électorale, a menacé de confier l'élection, la prochaine élection, au ministère de l'Intérieur. Vous qui êtes les partisans du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Djedje, déjà, il faut nécessairement éviter le débat clivant. Parce que tout ce qui se fait, déjà, monsieur Bakayoko, est très clivant dans sa conduite et dans son comportement. Vous voyez, on va éviter de rester dans cette arrogance-là qui va frustrer ceux d'en face. Parce que moi, je me souviens, en 2002, quand il y avait le coup, on dit non, une partie de la population était frustrée. Est-ce que
pour réparer cette frustration... Vous voulez parler des attaques qu'il y a eu en Côte d'Ivoire 2002. Est-ce que pour réparer cette frustration, il faut en frustrer d'autres? On va s'inscrire dans une galerie infernale, on n'en finira pas. Surenchère interminable. Dans 200 ans, nos petits-enfants seront encore en train de parler du même sujet. C'est cela. Maintenant qu'on demande au ministère de l'Intérieur d'organiser des élections, c'est leur rôle à la base. Ce n'est pas le ministère en tant que tel, le ministère n'appartient pas au ministre. Dans le ministère, il y a des experts, il y a des personnes. Parce que le problème en Afrique, il est le suivant. En Afrique, on ne comprend pas que les lois, elles sont faites pour régir la vie en société. Les lois ne sont pas faites pour être aimées, elles sont faites pour être appliquées. Voyez-vous, sinon qu'on demande au ministère, le ministère il peut jouer le jeu de l'apaisement, comme a dit Morgan, mais jusqu'au bout. Quel est le plaisir que le pouvoir en place gagnerait à gagner les élections en 2015 et à voir le pays aller en feu? Quel est le bonheur qui vient trouver? Je pense que le président Ouattara est dans une dynamique d'apaisement, ce qui est une très bonne chose. Mais qu'il aille jusqu'au bout de cette dynamique d'apaisement en se disant on va enlever les écueils en chemin qui risquent de nous replonger dans les mêmes situations. Voilà. Alors, on va sortir un peu de la Côte d'Ivoire et puis on va aller un peu dans d'autres pays, votre pays, le Cameroun. C'est très profond, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est profond, la Côte d'Ivoire. On va aller un peu au Cameroun. Au Cameroun aussi, les choses ne se passent pas très bien. On le sait tous. Le président qui est là, Paul Biya, il est là depuis de longues années. Et généralement, ce qu'on sait, c'est toujours avec des scores presque à la soviétique qu'il gagne. Est-ce qu'à ce niveau-là, la commission de votre pays n'est pas aussi fautive? Oui, mais moi je vais déjà dire que vous faites bien de prendre ce contre-exemple. Mais je trouve qu'il y a plus de vitalité dans la vie politique ivoirienne que la vie politique camerounaise. Voyez-vous, depuis les années depuis 99, il y a eu 3 présidents. On est parti de Konan Bédié à Robert Guéhi, à Laurent Gbagbo, aujourd'hui à Alassane Ouattara. Donc quand on fait le parallèle avec la situation camerounaise où on a le même président depuis 32 ans, je ne sais pas si c'est un signe je veux dire que les politiques au Cameroun, ceux de l'opposition en général, ne jouent pas leur rôle. Moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, pour y être allé, une vraie vitalité. Je suis allé 1 an avant les élections en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de sillonner ce pays et je voyais des joutes oratoires, même dans les coins les plus reculés. Une vraie prise de conscience politique que vous ne trouvez pas au Cameroun. Au Cameroun, on entend parler des politiques de l'opposition quand il y a une élection. Or, il y a toute une culture. Il faut éduquer les gens sur les enjeux, à la compréhension même des affaires sociales, savoir comment les choses marchent ou comment elles ne marchent pas. Moi, je crois que si Paul Biya est réélu depuis 32 ans, c'est pas forcément parce qu'il y a de la triche ou qu'il y a du bourrage des urnes. Je pense que c'est parce qu'on a une opposition qui a quasiment démissionné de son rôle, qui ne joue pas son rôle, déjà n'a pas pu s'entendre sur l'idée de candidature unique, qui était la seule possibilité de faire partie de la majorité actuelle au pouvoir, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, que c'est quasiment le seul parti, le parti de la majorité en place, le RDPC, qui est représenté dans l'ensemble du pays. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où vous avez le RDR qu'on retrouve du nord au sud de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, le seul parti qu'on retrouve dans tout le pays, qui est bien implanté dans tout le pays, c'est le parti au pouvoir. Les autres sont des micro-partis, parfois régionalistes, mais qui ne sortent pas au-delà de 3-4 régions, sur 10 provinces que nous avons au Cameroun. Donc, je le regrette, parce que je pense que c'est un pays qui a beaucoup de ressources humaines, des ressources intellectuelles, et qu'il mériterait peut-être d'avoir une vie politique beaucoup plus animée que ce que nous avons aujourd'hui, notamment des gens qui ont choisi de faire de la politique uniquement comme ascenseur social. Je vais aller grappiller ma part de fromage, et donc je deviens un opposant au régime de Biya. Mais quelle opposition? C'est pas du tout l'opposition qu'on voit en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo, à l'époque, il menait la vie dure à Houphouët-Boigny. Pourtant, il n'avait pas de moyens, mais il y avait une vraie vitalité. Ça n'existe pas au Cameroun, ça. Mais cela est dû à quoi?
Je ne sais pas, c'est dû à un mot d'ailleurs que le président Biya a bien utilisé à l'époque, l'inertie. Je crois que les Camerounais ont sorti de la guerre d'indépendance qui a causé beaucoup de traumatisme parce il y a eu pas mal de massacres perpétrés par l'armée coloniale française à l'époque. Au bout de cet épisode-là, les esprits ont été beaucoup traumatisés. Ça fait que les gens ont développé avec le temps une espèce de résignation. Un laxisme total, c'est ça? Oui, je dirais plus de la résignation parce que vous voyez, on avait quand même des scènes assez atroces hein, quand on vous coupait la tête de votre aïeux qui avait pour unique crime de combattre pour que son pays soit indépendant et aller vers l'autodétermination, qu'on coupe sa tête et qu'on la mette sur un bout de bâton qu'on balance dans tous les villages. C'est des images qui ont contribué à traumatiser énormément les gens. C'est même anesthésiant. Oui, oui, tout à fait. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, le Camerounais, ok, il veut bien contester, mais il ne veut pas mourir comme ses aïeux sur la guerre d'indépendance qui a fait des centaines de milliers de morts et qui sont passés totalement, qui ont été occultés. On n'a pas eu comme au Zimbabwe, on n'a pas eu des gens qui ont été issus des rangs des contestateurs, des indépendantistes qui sont retrouvés au pouvoir. Tous les gens qui ont lutté pour que le Cameroun devienne indépendant ont été éclipsés de la scène politique. Pour ceux qui n'ont pas été tués, ils n'ont jamais rien eu. Voilà, donc ça n'encourage pas à créer une espèce d'émulation. C'est un peu ça qui fait la différence entre ce qu'on observe dans des pays comme la Côte d'Ivoire et ce qu'on voit au Cameroun. Voilà, mais dans cette grisaille, on a quand même des bons exemples. Le cas du Ghana, où les choses s'organisent de façon professionnelle, les résultats sont donnés avec beaucoup de sincérité, et il y a peu de contestation. Qu'est-ce que vous pensez du Ghana? Oui, si. Bon, je reviendrai sur le Ghana, c'est vrai. Je veux dire aussi, en parlant du Cameroun, l'absence de guerre, ce n'est pas la paix. C'est parce qu'on n'a pas de guerre qu'on est forcément en paix. Vous voyez, les gens, ils sont anesthésiés un peu par tout ce qui s'est passé. Et leur esprit refoule systématiquement le combat, en se disant si on mène un combat là, on va être tué, et ça va être passé en perte de profit. C'est un peu cela. Le cas du Ghana, il est édifiant, mais ça m'amène une réflexion à l'esprit. Je me rends compte que en Afrique, généralement, le semblant, le peu de paix qu'il y a dans les États existe dans les États anglophones. Et pourquoi? Et je me pose la question de savoir pourquoi la plupart des pays francophones d'Afrique sont systématiquement déstabilisés. Il faut bien qu'on se pose des questions. Vous voulez dire politiquement? Politiquement, je parle de politiquement. Politiquement, on remarquera que beaucoup de pays en Afrique, il y a des pays en Afrique qui n'ont pas connu de guerre, il y a des pays en Afrique qui sont relativement en paix, mais la plupart de ces pays-là, si on prend une suite moyenne sur une échelle de 1 à 10, c'est sur 10 pays, on a à peine 1 ou 2 pays africains, 2 pays où ils sont anglophones, lusophones ou hispanophones. On doit pouvoir se poser la question de pourquoi ces pays francophones d'Afrique sont déstabilisés pendant que les pays anglophones d'Afrique le sont beaucoup moins. Le Ghana a eu sa période de très vite. Le Ghana s'est remis au sens de la marche parce qu'elle n'avait pas sur elle le poids des colonisateurs. C'est important de le souligner. C'est important de souligner. Écoutez, la Namibie, les autres pays africains anglophones, ils se portent pas mal. Voyez-vous? Mais on doit pouvoir se poser la question de savoir. Le Sénégal se porte aussi bien, c'est un pays francophone. Encore heureux que le Sénégal se porte bien. Il fallait que dans la grisaille, sinon on a désespéré des pays africains francophones. Dans la grisaille, il y a quand même des pays comme le Sénégal qui tire le thème du jeu. D'ailleurs, je tire mon chapeau au président Wade, qui très vite a cause de sa défaite. Parce qu'il est évident que si Wade avait contesté, on n'en serait pas là. Voilà, bon, après, la gestion du pouvoir au Sénégal, ça c'est un autre débat. Oui, voilà. Merci M. Douanier. Alors, le cas du Ghana, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est ce que vient de dire Edouard. Le cas du Ghana, c'est qu'on a un ancien colonisateur qui a dit qu'il se retirait et qui s'est réellement retiré. On est toujours dans la question de sincérité. Tous les pays du précaré francophone souffrent d'une chose, c'est que c'est l'écart entre la volonté exprimée de retrait
du colonisateur et la réalité qui a fait que le colonisateur est parti physiquement, mais tout en restant, par l'entremise des collaborateurs qui ont été instrumentalisés et qui ont été installés aux affaires. Et que, quand vous suivez qu'un type comme De Gaulle, dans les années 50, avait scellé déjà le destin de l'Afrique francophone en disant qu'il n'y a pas de grande puissance sans autonomie énergétique. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour qu'on ait une grande France, il faut qu'on ait une grande France avec une extension sur son précaré. Puisque l'uranium, on ne le fabrique pas en France, il faut aller le chercher au Niger. Or, si on permet que le Niger se développe comme la France, il va prioriser d'abord sur ses propres besoins en termes d'énergie, donc sur son uranium, avant de penser à servir la France. Donc, la messe a été dite depuis cette époque. L'intérêt de l'ancien colonisateur, c'est pas que l'Afrique se développe. Et donc, cette déstabilisation qu'on peut voir, parce qu'il y a d'autres choses. Oui, M. Morgan, à vous entendre parler, la déstabilisation de l'Afrique, l'instabilité des régimes, les élections bâclées, on pourrait peut-être voir la main de l'Occident dedans. Mais bien sûr. Sur quelle chaîne les résultats de la Côte d'Ivoire ont été proclamés? Sur, je crois, France 24. Voilà. En priorité, en exclusivité. Ça reprend à la question. Hein, ça reprend à la question. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y avait une volonté française aujourd'hui affirmée de mettre de l'ordre en Afrique, déjà si la France était réellement partie de l'Afrique, on aurait autre chose. Vous voyez ce qui se passe en République centrafricaine. Du jour au lendemain, vous avez des bonhommes qui surgissent dans le Sédou et qui sont armés, ils ont des armes. Vous savez combien coûte une arme? Et qui sont armés et qui manifestent une volonté de sécession. Nous, on va prendre tel petit bord. Officiellement, c'est critiqué. Officiellement, c'est décrié. Mais officieusement, on sait qui tire les ficelles. Vous savez très bien que dans le monde d'aujourd'hui, avec les satellites qu'on a, vous ne pouvez pas bouger le petit doigt, partir de là où nous sommes pour la porte de la Villette avec une arme sans que vous ne soyez repéré. Mais ces gens, ils réussissent à se mouvoir, à créer du bordel dans les pays. Il faut bien reconnaître que c'est une volonté de la puissance coloniale qui ne trouve pas son intérêt à ce qu'il y ait de la stabilité en Afrique. Qui dit stabilité dit développement, et qui dit développement dit qu'on va construire des grandes villes comme Paris qui auront des besoins énergétiques de la même taille que Paris, donc on aura besoin du nucléaire avec un uranium que nous produisons, donc on va d'abord prioriser sur nos propres besoins. Donc c'est complètement de l'hypocrisie quand je vois dans les médias ces débats où tout le monde sait qu'est-ce qui est la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt de la France, c'est pas que les pays de son précaré se développent. S'ils se développent, c'est le début du déclin pour la France. Pourtant, je pense qu'on peut faire émerger d'autres solutions. Des solutions, on est gagnant-gagnant. Parce que ce qui était récusé hier, aujourd'hui, commence à être battu en brèche quand on voit les partenariats qui sont développés avec la Chine. Donc, voilà. Voilà, alors on va terminer cet entretien, mais je vais revenir à vous, mais on va revenir sur la Côte d'Ivoire, et c'est sur le cas de la Côte d'Ivoire qu'on va terminer cet entretien. La Côte d'Ivoire doit organiser ses prochaines élections en 2015, avec une commission électorale déjà contestée. Est-ce que vous avez espoir que les choses se déroulent bien? On va commencer par vous. Je vous remercie. Mais avant je voudrais parler du cas d'un pays comme le Tchad. Lorsque Bena Kouchner était ministre des Affaires étrangères, les rebelles au Tchad étaient à 300 mètres du palais de la présidence. 300 mètres. Quand la France a décidé, les rebelles ont battu en brèche. Ils sont repartis d'où ils sont venus. C'est dire que quand la France veut, les pays peuvent être stables. Aujourd'hui, ce Idriss Déby, c'est le champion de toute catégorie de la démocratie. On le montre partout en l'étendard pour dire qu'il est bien, on choisit. Vous comprenez? C'est dommage. Même le cas de Burkina, il est également édifiant. Lorsqu'on dit d'un président, il a fait 2 mandats, c'est trop, et qu'il y en a un à côté, à 100 km, qui fait 3-4 mandats, ce sont des réflexions à géométrie variable. On ne sait plus, à un moment donné, on ne sait plus c'est quoi la démocratie, à vrai dire. C'est ça la vérité. La démocratie, on ne sait plus, comme disait tout à l'heure Morgan,
franchement, l'histoire de la Centrafrique, c'est hallucinant. Un matin, les Séléka arrivent, on ne sait pas d'où ils viennent, après c'est dans les Antibalaka. On crée, ça naît comme ça au gré de la volonté du colonisateur. Pour justifier après, parce que c'est ça en fait, on conditionne les esprits des gens pour justifier après les actions qu'ils vont poser. Et la France va venir se montrer en rédemptriste. La France est un grand pays, c'est une grande nation. La France a fait beaucoup de choses dans ce monde, c'est vrai, on peut lui reconnaître ça, mais elle a intérêt à ce que les pays africains, francophones surtout, soient assez stables. Oui, après, mais il ne faut pas qu'on s'étonne qu'on ait Lampedusa. Ouais. Parce que chez nous, si les gens étaient dans de bonnes conditions, ils auraient moins envie de partir de chez eux pour venir vers l'Afrique. Maintenant, vous me parlez des élections en 2015 en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je l'ai dit. Pour moi, l'affaire est mal embarquée. C'est mal embarqué. On a toujours un moyen de corriger le tir. Voyez-vous, on peut toujours revenir sur des choses consensuelles. Parce que, comme j'ai dit, il faut déjà qu'on essaie d'accepter. Est-ce que avant que vous n'alliez loin, est-ce que l'opposition doit revenir dans cette commission ou alors elle a bien fait partie? Je pense que l'opposition n'a pas à tenir la position de la chaise vide. Mais dans sa conduite, qu'elle continue ce qu'elle fait pour mettre la pression sur le pouvoir. Parce que le pouvoir doit aussi se rendre compte qu'en face il y a une opposition. Autant au Cameroun il y a eu de l'inertie, autant la vitalité de l'opposition, de la vie politique en Côte d'Ivoire est établie, et ça se voit. Voyez-vous, moi j'estime que le FPI vient de très loin. Il venait très loin. Après 2010, ils étaient vraiment dans des situations... Dans l'entonnoir, on va dire. Dans un système abyssal, les personnes ne pensaient il y a une année que le FPI serait en train de contester la CEI. Donc aujourd'hui, il est bien qu'il pose ces problèmes-là pour prévenir ce qui va venir demain. Parce que cette élection, si elle doit être à l'image, le copier-coller de 2010, je le dis et je le répète, on peut en faire l'économie. Parce que les vies humaines, c'est plus important que les pouvoirs des 5 ans qui vont venir demain. C'est plus important les vies humaines. Voilà, on peut dire, bon écoutez, les élections, elles n'ont pas lieu parce qu'on n'a pas eu de consensus. Mais si on s'entête qu'on va à des élections comme ça, et que demain, on retrouve encore dans le même travers, mais où allons-nous? Merci, M. Edouard Niabré. M. Morgan, c'est par vous qu'on va terminer. Est-ce que vous avez espoir que les choses se déroulent bien en 2015 en Côte d'Ivoire, avec une commission qui est déjà viciée, l'opposition qui a claqué la porte? Je suis plus inquiet, je suis moins inquiet de l'opposition qui claque la porte que des querelles et des guerres de courant qu'il y a au sein du pouvoir en ce moment. C'est des querelles et des guerres qui sont larvées, mais qui existent. Et tout cela me rend un tout petit peu pessimiste sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour moi, c'est moins le FPI qui m'inquiète aujourd'hui que tout ce réseau militariste qui fait copain-copain avec la politique, avec des gens qui n'ont pas toujours le sens de l'État, qui ne sont pas toujours très imprégnés des valeurs républicaines. Moi, j'ai plus peur de ça pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je crois que Alassane Ouattara, qui est un technocrate qui a fait ses preuves, aujourd'hui qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a pu être président, peut jouer une autre carte, celle de finir un homme d'État. Parce que ce dont la Côte d'Ivoire de demain a besoin, c'est d'avoir un homme d'État qui va organiser les choses en se mettant au-dessus des passions pour faire émerger ce nouveau pays, cette nouvelle société où les gens sont tous mus par le devoir républicain, l'envie d'aller de l'avant. Mais s'il ne joue pas ce rôle, c'est-à-dire que si on continue à voir ce que nous observons là aujourd'hui, je suis très pessimiste. Merci à vous. Merci à M. Edouard Niabré. Edouard Niabré est DG de 20 News TV. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est pas coutumier. Merci aussi à M. Morgan Palmer. Voilà, merci d'être passé. Morgan Palmer, je le disais tantôt, est le directeur de publication du Courrier panafricain, un bimestriel qui paraît en France ici, oui, et qui est distribué sur le continent. Merci de votre participation à ce débat et je souhaite à chacun de vous une bonne après-midi.